Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Sel de la vie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Audrey. Audrey va nous raconter son histoire. Audrey a perdu un proche face à la maladie. Bonjour Audrey. Bonjour Aurélie. Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors donc je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans, j'ai une petite fille de 4 ans et demi et je suis actuellement maintenant chanteuse. D'accord. Audrey, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en 2011-2012? Oui, alors mon compagnon de l'époque en 2011, en mai 2011, a commencé à avoir un ganglion dans le cou. Donc il a commencé à faire quelques analyses, à voir les médecins, etc. etc. Et rapidement, un diagnostic est tombé sous forme de cancer. D'accord. Donc à l'époque, mon ami Francesco, donc ce compagnon, était italien et il vivait en France depuis peu et a décidé du coup de se faire suivre, de se soigner en Italie. Donc il est reparti en Italie. Et à ce moment-là, j'ai eu cette forte intuition où je me suis dit, il ne reviendra jamais. En France. En France. D'accord. Donc il est parti en Italie. À l'époque, j'étais thérapeute et j'ai décidé donc de le suivre, de rester auprès de lui dans ce pays qui n'était pas du tout ma langue. Je ne parlais pas du tout un brin italien, donc j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Il est reparti vivre donc chez ses parents. Et là, pour moi, a commencé les moments aussi difficiles, tant liés à sa maladie que liés au relationnel avec sa maman. Donc Francesco, il faut savoir que ça faisait des années qu'il faisait des recherches sur les médecines alternatives pour soigner les cancers. Donc il passait son temps, il passait ses soirées à trouver comment soigner un cancer d'une manière totalement naturelle, différente. Il avait trouvé justement un centre médical en Italie qui avait découvert une molécule pour soigner les cancers. Et je te coupe, tout ça sans être dans la médecine? Oui, tout ça sans être dans la médecine. Il était vraiment... alors, peut-être avait-il l'intuition, le ressenti que ça allait lui arriver et qu'il en aurait besoin. En attendant, c'est vrai que ça faisait quelques années qu'il cherchait. Et il n'y avait pas de personnes malades autour de lui? Non, pas du tout. D'accord. Ouais, Okay, ouais, d'accord. ouais, pas du tout. Alors malheureusement, ces analyses étaient particulières. Il n'a pas pu justement faire appel à ces médecines alternatives. Il a quand même refusé la chimio et tout traitement vraiment médical. Il a refusé de rester à l'hôpital en signant des décharges et s'est fait soigner à la maison en ayant vu un autre spécialiste avec des médecines un peu plus alternatives. Voilà, en gros, c'était sa façon à lui de se soigner. Il avait conscience que c'était très psychologique. D'accord. Pour lui, voilà, il avait des choses à régler à l'intérieur de lui. Et il a voulu avoir d'autres modes alimentaires aussi qui n'ont pas été toujours respectés par sa maman, malheureusement. Et il a fait venir un magnétiseur. Son grand-père était magnétiseur et donc du coup, baignant dans ce milieu-là, il a fait venir un magnétiseur qui venait peut-être au moins 2 fois par semaine. Est-ce que toi, en tant que thérapeute, comment ça se passe quand on est thérapeute et qu'on a son conjoint qui est malade? Est-ce qu'on intervient, on n'intervient pas? Alors, je l'ai toujours laissé faire ce qu'il voulait, prendre les décisions qu'il voulait, le laisser responsable de ses choix. Bon, ça rentrait dans mes convictions, étant un petit peu dans le même état d'esprit que lui. C'est très difficile de soigner un proche, surtout quand il y a un tel engagement, une telle responsabilité et un tel désir de vouloir le sauver, entre guillemets. Et c'est vrai que ça a été un petit peu même difficile pour moi de me dire j'ai pas réussi à le soigner. Même s'il ne m'en a pas fait vraiment de demande, il ne m'a pas demandé, j'ai essayé, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. La problématique étant très psychologique, il fallait qu'il travaille aussi lui-même sur cette problématique. C'est pas toujours évident d'ouvrir les yeux sur ce qui pose problème et d'accepter de s'en débarrasser. Ouais. Donc les jours passaient, la relation était difficile là-bas. Il n'avait pas envie que je le voie dépérir aussi rapidement, parce que ça s'est passé assez rapidement, en 6 mois. En 6 mois, la maladie l'a emporté. Donc il a commencé à
à me dire qu'il ne voulait plus que je vienne pour m'épargner. Je l'ai Mhm. compris sur la fin, mais pour m'épargner tout ça, n'étant pas habituée à vivre ça, alors que les Italiens ont une relation à la mort plus naturelle. Ils ont plus l'habitude d'accueillir les morts chez eux et dans leur quotidien. Donc j'ai fait les allers-retours France-Italie. Au début, je voulais rester là-bas, mais c'était vraiment trop difficile. Donc je suis rentrée chez moi, je reprenais un peu d'énergie et puis je repartais. Et puis je restais de moins en moins longtemps en Italie et de plus en plus longtemps en France, tout en essayant de garder contact un maximum, même si à la fin, il n'arrivait quasiment plus à parler, plus à écrire. Ça commençait à être de plus en plus difficile et mes échanges devaient se limiter entre moi et sa maman. La dernière fois que j'y suis allée, c'était après son anniversaire, donc c'était à peu près au mois d'avril, mi-avril. Et j'ai su à ce moment-là, quand je lui ai dit au revoir, que c'était la dernière fois que je le voyais. Il le savait aussi parce qu'il m'a accompagnée exceptionnellement à ce moment-là. Il a usé toutes les forces qui lui restaient pour m'accompagner au pied de la porte et pour qu'on se dise au revoir. Et voilà, je suis rentrée chez moi en me disant c'est la dernière fois que je le vois. Et effectivement, un soir, il était à peu près 21h quelque chose quand sa maman m'a envoyé un message en me disant il faut que tu viennes le voir. Et comme il ne voulait pas, je lui ai répondu mais Francesco ne veut pas me voir, donc je respecte ses choix jusqu'au bout. Et je suis rentrée chez moi. J'ai ressenti vraiment une sensation très particulière, très dérangeante, qui me faisait peur, même comme la sensation de ressentir la mort. Et puis dans mon sommeil, j'ai ressenti une forte lumière blanche pénétrer ma poitrine. Ça m'a réveillée, ça m'a interpellée. Et au réveil, je me suis dit, le matin, je me suis dit, il faut que j'aille en Italie. Donc j'ai pris ma voiture, je suis partie. Et arrivée sur place, j'ai vu, il y avait des photos de lui dehors, au pied de la porte. Tout de suite, ma première réaction, c'est de me dire, mais ils sont fous ces Italiens, ils font des recueils avant la mort de Francesco, ils anticipent, ils sont complètement fous. Et arrivé, j'ai ouvert la porte et là je suis tombée nez avec le corps de Francesco allongé dans son cercueil. Voilà. La première réaction a été mais depuis quand ? Je leur ai dit, j'ai dit à ses parents mais depuis quand il est mort ? Et en fait il était mort la veille, donc à 21h quelque chose. Donc voilà, je me suis retrouvée là au milieu de personnes que je connaissais quasiment pas, à devoir faire cette expérience-là, de perdre cet être que l'on aime. Voilà, j'essayais de penser que c'était qu'un cauchemar, mais ça ne l'était pas. Et quelles ont été alors tes ressources pour faire face à tout ça ? En plus, tu as été éloignée de lui sur la fin, donc ça a dû être difficile. Qu'est-ce qui t'a aidé en fait à surmonter ces moments difficiles ? Pendant la maladie ? Pendant la maladie, ça a été la foi, de me dire on n'a pas envie de penser qu'il puisse mourir. Donc c'est toujours l'espérance et être optimiste et de me dire oui, il va s'en sortir, il va guérir, il va réussir à passer ce cap-là. Et on se retrouve, même si voilà, mes proches me préparaient en me disant attention Audrey, attention, il va mourir. Et je ne voulais pas les croire. Et je pense que c'est totalement naturel de ne pas vouloir les croire parce que je pense que si à ce moment-là, soi-même, l'une des personnes qui l'aime le plus pense qu'il va mourir, je pense que c'est pas terrible. On se doit de garder l'espoir jusqu'au bout. Donc ça m'a aidée pendant. Ça a été une période où je me suis mise aussi beaucoup à la photographie. Bizarrement. J'ai passé mon temps à faire de la photo à ce moment-là. C'était très technique et donc ça me permettait de penser à rien. Juste de penser à de la technique, à me concentrer sur quelque chose de très cartésien, de très technique. Ouais. Après son décès, qu'est-ce qui m'a aidée ? Ça n'a pas été facile. Sur le moment, rien ne m'a aidée. On va dire que sur le moment, on vit ce moment comme tout deuil, c'est-à-dire un mélange de déni, de colère, de dépression, qui s'entremêlent, qui vont et qui viennent.
La seule chose qui m'a aidée, c'était déjà mes croyances à la base, où j'ai toujours pensé qu'il y a un au-delà, où j'ai toujours ressenti parfois des choses au-delà. Et donc je me suis dit, il est juste parti ailleurs, mais il est quand même pas très loin. D'accord. Et d'ailleurs, c'était des moments où je pouvais demander des signes. Voilà, si Francesco, tu es là, je veux voir un animal traverser la route. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait un animal qui traversait la route. Jusqu'au jour où je me suis même dit, bon, ça paraît un peu facile. Alors si tu es là, tu arrêtes le poste, il y avait mon CD qui tournait dans la voiture, tu arrêtes le poste. Et effectivement, le CD s'est arrêté pendant 1 minute et a repris après. Donc ça me permettait de me dire, oui, il est quand même là. Mais ça faisait partie aussi du déni, je pense, de se dire, bon, il est quand même là. J'étais habituée à plus le voir parce que je faisais les allers-retours. Là, c'était un peu pareil, je ne le voyais pas, mais je le ressentais. Voilà, ça a été quelque chose qui a pu m'aider de me dire, quoi qu'il arrive, la vie continue au-delà. Oui. Après, quoi qu'il arrive, c'est une expérience difficile et on la surmonte tant bien que mal en prenant le temps de la surmonter. Ça a été, je pense, la pire période de ma vie, forcément, où on essaye de survivre à ça. Parce que c'est une double perte, en fait. C'est la perte amoureuse, je veux dire, la séparation amoureuse, mais c'est aussi la perte de la personne. On sait qu'on ne va plus la voir, qu'il n'y aura plus perdre quelqu'un que l'on aime et qui nous aime. Je trouve que c'est une double perte. C'est pas une séparation classique. Voilà, c'est pas juste une séparation. D'accord. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, donc avec les années qui t'ont permis de faire ton deuil, est-ce que tu peux dire que il en ressort quelque chose de positif dans ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Alors oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé une forme de croyance où je me suis dit, je pensais avoir de l'emprise, je pensais avoir le contrôle sur ma vie en fait. Et je me suis rendu compte que non, c'est la vie qui a du contrôle sur moi et pas l'inverse. Et à ce moment-là, du coup, j'ai laissé la vie faire quasiment tout en étant dans l'action de faire. Mais je me disais, quoi qu'il arrive, c'est la vie qui va décider. Donc en gros, je me suis laissée beaucoup plus porter par la vie. Moins en lutte. Moins en lutte. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience, et j'adore cette phrase de Charlie Chaplin qui dit « La vie est beaucoup trop pour être insignifiante, en fait. Elle est beaucoup trop importante pour être insignifiante. » Et c'est totalement ça. Maintenant, voilà, tout est extraordinaire, tout est merveilleux, et je me dois d'honorer la vie en chaque instant, pour moi, principalement, et aussi pour tous ces êtres qui ne sont plus et qui ne peuvent plus l'expérimenter, le vivre. Je me suis rendu compte que j'avais la chance chaque matin de me réveiller, de pouvoir voir le soleil. C'était des petits détails comme ça. Je me disais, moi, j'ai encore la chance de pouvoir le vivre. Et donc, j'ai développé encore plus de capacité à aimer la vie, à l'honorer, à l'aimer. Par rapport à ça, à l'époque, donc, j'étais thérapeute en hypnose et en soins énergétiques. Par contre, ça a coupé beaucoup de choses à ce niveau-là, surtout en soins énergétiques, où je me suis dit, si je n'ai pas été capable de l'accompagner, de l'aider, de le sauver, je pourrais aider personne d'autre. En fait. Donc, je me suis quand même j'ai arrêté la pratique quasiment des soins énergétiques à ce moment-là. La chanson a été du coup... Oui, la chanson a été un échappatoire. Alors pour la petite anecdote, donc Francesco était guitariste et quand il arrive en France, je l'ai présenté à un couple d'amis, lui était batteur et ils nous ont dit super, vous allez être les chanteuses toutes les deux. Et donc voilà, il m'a propulsée dans le monde de la musique sans rien y connaître. J'ai commencé à chanter à ce moment-là. Ah, c'est grâce à lui que tu t'es mise à la chanson. Oui, d'accord. C'est grâce à lui où j'ai commencé à chanter. Il m'avait un petit peu appris la guitare, j'essayais un petit peu 2-3 choses, mais bon. Et puis quand il est décédé, j'ai voulu extérioriser un petit peu mes démons à travers des mots, j'ai écrit des textes, et puis j'ai continué la musique, et il en sort aujourd'hui, du coup, mon activité principale, donc, qui est chanteuse, et ce projet Potters avec
mon ami où j'ai pu mettre en musique ces textes-là. J'en ai gardé qu'un seul. Mettre en musique ce texte-là et puis mettre mes autres textes. Du coup, suite au décès de Francesco, je me suis mise à écrire. Et voilà. Donc une chanson en particulier une chanson pour lui qui s'appelle Ta lumière, qui retrace un petit peu ce parcours-là. Et puis d'autres chansons d'une nouvelle vie, d'un renouveau, qui sont en train de se placer en album. Voilà le projet pour cette année. Je mettrai en lien à la fin, évidemment, pour que les gens puissent aller écouter cette chanson qui est magnifique et qui, moi, vu que j'ai suivi ton histoire à l'époque, j'avoue que quand j'ai écouté cette chanson, ça m'a bouleversée parce que j'ai trouvé que c'était très très beau d'avoir pu mettre des mots et en plus sur une si belle chanson pour exprimer ce que tu as ressenti. D'accord, ok. Merci beaucoup, Audrey. Avec grand plaisir. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Vous pouvez me retrouver sur Détente et Sérénité avec Aurélie sur Instagram, Facebook et YouTube. Merci, à bientôt.